Hier op het kasteel van Belvedere is de voorbije weken geschiedenis geschreven. Nooit eerder heeft een Belgische koning een televisie-interview toegestaan over zijn regeerperiode en ook over zijn privéleven. Koning Albert II zorgt dus voor een primeur. Een jaar na zijn aftreden gaf koning Albert een interview aan onze Franstalige collega's van RTL. En een paar dagen later waren wij aan de beurt voor een gesprek in het Nederlands. Vandaag en morgenavond krijgt u deze unieke getuigenis te zien. Een document dat nooit eerder is vertoond. En u hebt geen blauwe pul aangedaan, heb ik gezien. Nee. Ik heb veranderd. Sire, bedankt om ons te ontvangen alleszins. Hartelijk bedankt daarvoor. Graag gedaan. Maar we vroegen ons wel in de eerste plaats natuurlijk af waarom we hier mochten komen voor om u te interviewen. Wel, ik ben nu 80 jaar, zoals u het weet. Dat is al een lange leeftijd. En ik ben eigenlijk gepensioneerd, hè? En dus ben ik vrijer, denk ik, om te kunnen een beetje praten over mijn leven, over mijn jeugd, over de tijd toen ik een adolescent was en dan later een volwassen. Dus u voelt zich nu echt wel vrijer? Ik voel me vrijer. Natuurlijk in de mate dat ik geen politieke positie neemt. Hè. Ik dacht dat het een moment was voor het te doen, want misschien binnen een paar jaar word ik nog ouder, in ieder geval, maar misschien verlies ik een beetje mijn geheugen. Dus het is de eerste en de enige keer dat u zult praten? Ik denk dat het zal de enige en de laatste keer zijn, ja. Dus het is een historisch terugblik op uw eigen leven? In een zekere mate ja. Want ik heb toch een hele reeks evenementen beleefd en meegeleefd. En natuurlijk gedurende de oorlog als kind en gedurende de lange periode na de oorlog, voordat wij terug in België zijn gekomen als adolescent. En dan een keer dat mijn broeder koning is geworden als volwassen, zou ik zeggen. Jong volwassen. U spreekt nu, u zegt ik ben 80. Dat is een heel gezegende leeftijd. Ik denk het ook. Het doet me een beetje bang. Maar u voelt zich nog altijd goed? Ik voel me tamelijk goed, ja. Een beetje zwak toch. En ik hoor niet meer goed. Ik heb moeilijkheden om lang te wandelen, om trappen op te gaan. En dus het is een van de redenen waarom ik dacht dat ik misschien afscheid nemen. Nu moest het. Nu was het de beste. Het was het beste moment gekozen. Enfin, verleden jaar natuurlijk. En het liet dan een beetje tijd aan mijn zoon om zich voor te bereiden aan de verkiezingen. Ja. Is dit uw plaats waar u zelf komt in de Wij tuin werken? Wij komen hier regelmatig wandelen, bijzonder 's avonds. Mijn vrouw en ik. En wij nemen graag foto's van bloemen, van insecten, van ook mooie landschappen. Ja. En van tijd tot tijd ook van schatten van onze architectuur in België. We hebben prachtige dingen in te tonen en waarover wij zeer fier zijn en bijzonder in Vlaanderen. Hè. Absoluut. En komt u hier dan zelf ook wieden of in de tuin werken hier achter u? Nee, dat doe ik Ik zie hier niet. sla staan Ja, en tomaten. ja, nee, dat laat ik aan de specialisten. Oké. Het is, zegt u, een beetje mijn testament, mijn gesproken memoires. Het is een groot woord, hè, maar ik dacht, bijzonder voor de jeugd, dat het leuk zou zijn van verhaaltjes te luisteren over
wat een kind kan voelen wanneer een oorlog begint. Later natuurlijk de politieke problemen van mijn vader, hoe we dat beleefd hebben. Ja. En is het ook gericht naar uw eigen kinderen? U wil dat ze eens luisteren naar wat u te vertellen hebt? Ja, mijn kleinkinderen wel ook. Ja. Ik heb de gelegenheid gehad, een paar maanden geleden, een klein deeltje van wat ik geleefd heb in Duitsland aan mijn oudste kleinkind van koning Filip, Elisabeth. Zij moest een klein werk doen, denk ik, op school. Ja. En ik heb haar helpen dat te kunnen goed voorbereiden. U was er echt wel bij, hè? Dus, Ik was erbij, ja. Het lijkt lang geleden? Dat lijkt me lang geleden. Hè. Er zijn zoveel dingen die gebeurd zijn sindsdien dat... ja, trouwens, ik weet niet of u die uitzending heeft gezien in een televisie, denk ik, in Duitsland. Hitler kennen we niet. Ja. De jeugd kent eigenlijk Hitler niet. We hebben hem... Ik heb hem gelukkig nooit persoonlijk ontmoet, maar ik heb wel dikwijls zijn stem gehoord aan de radio. En alleen dat gaf een verschrikkelijke indruk. Ik denk dat een moeilijke jeugd zoals wij hebben, zoals wij hadden, is iets dat u in een zekere maat rijker maakt. Ja. Leerrijk. Leerrijk, juist. Ja. U hebt natuurlijk lange periode toch in het buitenland gezeten. Ja, dat is juist. Hoe hebt u dan eigenlijk Nederlands geleerd? Wel, toen ik heel jong was en tot natuurlijk in 1944, wanneer wij in Duitsland hebben moeten gaan, had ik lessen in het Vlaams, in het Nederlands, natuurlijk voor de Nederlandse taal en ook voor de aardrijkskunde en voor de wiskunde. En voor wiskunde ook, ja. Ja. En trouwens later in Zwitserland, toen ik in Frans alles moest doen, mijn wiskunde, deed ik het in het Nederlands en dan vertaalde ik het in Frans. Vermenigvuldigen op uw tafels en dan omzetten naar en dat omzetten in het Frans. Ja. Was niet makkelijk. Natuurlijk een beetje meer tijd nam. Ja, dat zal wel. Want u bent heel lange tijd uit België weg geweest, en dan hè? zijn we toch 6 jaar uit België geweest. En dat was natuurlijk een gat. Ja. In mijn studies. Maar dan heb ik weer Nederlands gesproken toen ik hier terugkwam. Ik heb een deel van mijn voorbereiding als zeeofficier, dus zeemachtofficier, gemaakt in het Nederlands en ook in het Frans. En dus nadien, ja, ik heb Nederlands gesproken met de Vlamingen en Frans met de Franstaligen. Ja, absoluut. Ja. Later, toen ik een motorliefhebber was, dan sprak ik veel Nederlands met een specialist voor de motors goed op punt te zetten. Ja. En we spraken veel over sport en natuurlijk, hij voorbereidde de machines voor de motorcross. Voor de motorcross en ook voor de echte snelheidsmotors. Ah, ja, oké. Ja. Dus mist u het niet? Is op de motor Ik zitten? heb dat nooit gedaan. Hè. Ik heb nooit deelgenomen aan een racing. Nee, maar u reed wel met de moto, hè? Ik reed wel met de moto en veel gereden. En... Ik heb duizenden en duizenden kilometers gedaan en veel accidenten. En nu, is dat zo? Ja, toch. Toch. Altijd in het zuiden van Frankrijk, nooit in België. Oké. Ja.
En mist u dat niet, die snelheid? De snelheid mist mij ook, ja. Dat durf ik niet te veel zeggen, want ik denk dat het nu helemaal anders is. Er is veel meer verkeer en het is veel gevaarlijker. Hè? Dus moet u toch snelheidsgrenzen hebben. En u mag niet meer, hè, van uw vrouw ook, heb ik horen zeggen. Ja, mijn vrouw is zeer streng. Ik denk soms strenger dan de radars. Oké, ja. Uw snelheidscontrole wordt goed gelimiteerd. Ja, juist. Maar u rijdt wel nog zelf met de auto? Nee, ik rijd nog zelf met de auto. Ja. Dat is mijn onafhankelijkheid. Ja, hè. ja. Ik gebruik het minst mogelijk de chauffeurs alleen voor de officiële, Ja. Of van tijd tot tijd. Als ik moet tijd winnen voor een koers doen in de stad, dan vraag ik aan de chauffeur van het wiel te nemen en dan Ja, dan. kan ik er direct uitspringen uit de wagen. U woont hier al lang, hè? Vanaf het begin van toen wij trouwden, zijn we hier onmiddellijk gekomen. En vroeger was dat eigenlijk de headquarters van de commissaris-generaal van de tentoonstelling van 58. Ah, van de expo. De expo. Ja. De Wereldexpo. Dat was een mooie periode. Na de oorlog, alles pakte op. Nieuw leven. Nieuw leven en de mensen werden terug rijker en men was zeer optimist. Hè? Ja. Sky was the limit. Ja. En dat is nu niet zo natuurlijk. Minder helaas, minder. Ja. Het is moeilijk voor de mensen van hun werk te vinden. Hè? Ja, absoluut. De werkloosheid is veel te hoog. Hè? Veel te hoog. Overal in de wereld, denk ik. Alleszins, ja, Sier, het is een plezier om u in goede gezondheid te zien. Dank u. Dat is het werk van een dierbare echtgenoot. Die mij goed onderhoudt, kan ik zeggen. Ja. Maar het is... Zoals een oude wagen. Maar dat jaar dat u nu, zullen we maar zeggen, geen regerende koning meer bent, Ja. is dat geruststellend geweest voor u? Dat is voor mij geruststellend geweest, ja. Ja, zeker. U voelt zich nu beter dan voordien? Ik voel me in een zekere mate beter, maar natuurlijk, dat vraagt een zekere aanpassing. Hè? Ik denk dat voor iedereen die eigenlijk zijn pensioen neemt, het is een aanpassing. Ja. U bent er nog niet door geweest, maar Nee. u zult wel zien. Er ligt nog een eindje van mij. Ja, zeker. Maar u zegt het is een aanpassing en het is ook moeilijk om zich daaraan aan te passen, ook voor uw vrouw bijvoorbeeld? We hebben de beslissing samen genomen. Hè? En dus mijn vrouw had zich perfect gewacht aan wat er gebeurde. Maar voilà, een keer dat u erin bent, is het niet meer helemaal hetzelfde dan wat u voorzien had. Ja. Zeker. U hebt zich nog geen moment verveeld, om het zo te zeggen? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Hebt u nu effectief ook meer tijd voor uw kinderen en uw kleinkinderen zoals u aangekondigd had? Zeker. We hebben meer tijd voor de kinderen. Trouwens, ik ben naar New York gegaan voor het diploma van einde studies van mijn oudste kleinkind. En ik moet zeggen, dat was zeer ontroerend. Ik was 4 van hem. Hè. Ja. En hij gaat nu ook trouwen, prins Amedeo. En hij gaat trouwen, de 5e juni. En hij gaat beginnen werken hier in België. Ja. Dus hij komt terug naar huis. Hij komt terug naar huis. Ja. En hij heeft zelfs een huis gekocht. En, nee, hij gaat zich goed
in België instellen, denk ik. U settelt zich wel in de rol van grootvader dan? En overgrootvader ook misschien voor de toekomst. Is dat zo? Ah, er is nog niets in zicht Nee, natuurlijk. okay. Maar ja, dat is normaal, hè? Dat is de leeftijd. En, ja, overgrootvader en overgrootmoeder, dat is 4 generaties. Hè? Dat begint te tellen. Ja, absoluut. Ja. Ik zie ook het einde van mijn leven. Is dat zo? Ja. Ik denk er dikwijls aan. Ja. Enfin. Maar met een mengeling van gevoelens of toch ook dankbaar? Ja, met een mengeling van gevoelens, want ik zie niet graag dat mijn vrouw alleen blijft. De kinderen die zijn nu getrouwd, die hebben een eigen familie, dus dat heeft veel minder belang. Maar u maakt zich zorgen over het moment dat zij eventueel alleen zou komen te vallen? Ja, dat wel. Zal zij dan goed omringd zijn? Zeker en vast, ja. Enfin, het is altijd een vraag. Ja, u ziet er nog alleszins in goede gezondheid uit, dus laten we hopen. Veel jaren. Laten we hopen. En dit is de tuin, dus... Dat geeft u een idee van sommige rozen dat de koningin geplant heeft. Ze heeft die zelf gans geplant? Die tuin heeft ze helemaal zelf geplant. Ah, ja. En nu is het natuurlijk een beetje voorbij, maar de glycines zijn prachtig. Ja. Dat zijn witte glycines. Ja. U hebt wel geluk, hè, Sire, om op zo'n mooie plaats te mogen wonen? Ik heb veel geluk. En ik woon hier op een plaats waar eigenlijk de bomen ons een beetje de stad verbergen. Hè? Ja, absoluut. Dus er zijn voordelen aan het koningschap. Die moeten er zijn. Hè? Die moeten er zijn. Ja. De koning stond erop om over zijn leven te praten in het Nederlands en in het Frans. De koning en de koningin ontvangen journalist Pascal Vrébos in de sofa voor een intiem gesprek. Merci de nous recevoir ici au Belvédère pour cet entretien à l'occasion des 80 printemps du roi et aussi en hommage à ses 20 années de règne. D'abord, le divan sur lequel on est assis, il pourrait nous raconter beaucoup de choses, sire. Mais c'est un divan que nous avons choisi. On a choisi ce divan et ce il est là divan depuis... n'existait pas du temps du comte Moons de Fernic. C'est nous qui l'avons choisi. Il a 55 ans. Hein. Oui, et beaucoup de ministres sont venus ici en audience. Beaucoup de là ministres, où je me trouve. Beaucoup de ministres. Et avant ça, même des chefs d'État ou des ministres étrangers sont venus ici. Vous les receviez ici. Sur ce divan. Il pourrait nous raconter beaucoup d'histoires, ce divan. Il pourrait nous raconter beaucoup d'histoires, oui. Une histoire dont je me souviens, nous avions à l'époque un maître d'hôtel qui n'avait pas toujours le sens de ce qu'il fallait faire. Et il a demandé, c'était je crois un ministre asiatique important, et qui a demandé un thé. Bon. Et puis, une mémoire pour tout et ça, puis il lui a servi le thé. Et puis, il n'a rien trouvé de mieux que de mettre un peu de lait et un peu de citron. Alors vous imaginez le pauvre ministre qui a bu sans broncher un thé avec un lait qui avait tourné comme du yogourt au fond. Oui. Oui. J'étais honteux. J'étais honteux. Alors vous imaginez que
tous les Belges qui vous regardent, ils seront un peu étonnés, puisqu'ils ne vous ont vu que dans des discours officiels. Là, vous êtes en pull, hein, vous êtes cool, comme on dit. Alors, ma question... Mais le moins de cravate possible. Vous en avez mis trop avant? Trop avant. Alors, ma question, Sire, comment allez-vous? Nous essayons petit à petit de nous habituer à cette nouvelle situation qui est quand même très différente et nous essayons d'en tirer le meilleur. Moi, j'ai l'intention d'accompagner ma femme dans pas mal de visites d'art où elle va me faire connaître des artistes belges. Et on a déjà commencé d'ailleurs. Et puis, j'imagine que vous pourrez aussi rencontrer les Belges d'une autre façon, d'une façon peut-être moins protocolaire. Certainement. Quand on arrivera à avoir notre vitesse de croisière, Oui. parce que pour le moment, c'est des coups, des coups d'arrêt, Un peu plus et difficile. tout le monde nous a souhaité une bonne, comment dire, Une sereine... sereine... Retraite. J'allais pas dire Retraite. vieillesse, Non, mais retraite, une sereine retraite. Pour l'instant, enfin, on espère d'arriver à cette sérénité. Et avec, oui, tout il y a à fait. beaucoup de choses qu'on veut faire ensemble. Oui. Si on a la santé, donc on peut le faire. Vous dialoguez beaucoup entre vous, beaucoup de souvenirs qui reviennent. On aime bien d'être entre nous. Hein, On aime bien d'être entre nous, mais mon épouse, moi j'ai toujours besoin de sa présence. Hein. C'est un beau compliment, ça, oui. J'ai terriblement besoin de sa présence, mais mon épouse est une personne extrêmement active. Alors, simplement dialoguer, ça ne suffit pas. Il faut qu'elle lise, qu'elle fasse des listes, etc. Je me reproche de me lever trop tôt, peut-être, parfois, que je suis fatiguée. Je pensais que la retraite nous permettrait de faire des dormir grasses plus tard. matinées. C'est vrai que comme roi, on est parfois réveillé dès l'aube, ou bien on laisse dormir l'aube. le roi quand même. Non, mais on Ah, a ça quand même des dépend. timings assez stricts. Ça dépend, oui. Parfois on était réveillés très tôt. Hein? Oui, oui. Oui. Moi, j'ai toujours voulu prendre le petit déjeuner avec lui, toujours. Hein? Ah oui, Voilà. quand je partais au palais, mon épouse prenait toujours le petit Et- déjeuner et elle me lisait les nouvelles, ce qui me permettait de manger. Et elle me disait déjà ce qui était marqué dans les journaux. Alors voilà, ce qu'on va faire, c'est donc un entretien où on va tenter de découvrir et le prince que vous fûtes, et le roi que vous êtes, et aussi l'homme. Et ça, bien entendu, la reine nous donnera un petit coup de main. Mais vous dites le roi que vous êtes, je porte encore le titre de Oui. roi, mais je n'en ai plus la fonction. Et que vous fûtes quand vous avez régné. Mais on reste toujours roi quand même. Sauf la reine de Hollande, qui redevient princesse. Vous auriez aimé redevenir prince? Pas nécessairement. C'est des titres... Oui, mais... Moi, je fais comme tu sens mieux, mais je trouve si on a été roi, pourquoi ne Oui, pas continuer à l'être? On Je peut trouve continuer à emporter le titre sans nécessairement en avoir les responsabilités. Mais oui. Zometeen praat koning Albert over de moeilijke oorlogsjaren en over het pijnlijke afscheid van zijn vader Leopold III. Et il m'a téléphoné en me disant, voilà, on ne se reverra peut-être plus, mais sois un grand garçon, sois sage, enfin, tout ce qu'on peut dire à un petit garçonnet quand même de 10 ans. En Albert praat ook openhartig over zijn broer Boudewijn. J'ai dit, comment va-t-il maintenant? Maintenant, me dit-elle, mais il est au ciel, il est mort. Oh! Je n'ai pas de souvenir plus ancien que celui de mon anniversaire de mes 5 ans. Donc, mon père était déjà veuf, je n'avais plus de maman. Et mon père et ma grand-mère ont décidé, à l'occasion de mon anniversaire,
d'organiser un déjeuner à la forêt de Soignes. Il faut savoir qu'à l'époque, la forêt de Soignes, c'était beaucoup plus sauvage que maintenant. J'imagine. Mais il y avait tout un train de voitures, de camionnettes. Ça se faisait avec beaucoup de luxe à l'époque. Et je me souviens, il y avait des grands paniers dans lesquels il y avait le pique-nique, il y avait le service, il y avait du pique-nique. C'était du pique-nique de luxe. C'était un poulet froid à la compote. Depuis lors, j'ai toujours aimé le dimanche prendre mon poulet à la compote, d'ailleurs. C'est vrai? Oui, Encore maintenant? Encore maintenant, je demande à la reine toujours mon petit poulet à la compote. Et c'était un très joli endroit. Il faisait, je ne pourrais plus vous dire exactement où c'était, évidemment, mais c'était dans une descente comme ça. Et évidemment, au mois de juin, les feuilles sont encore assez claires et il y avait un beau rayon de soleil. J'ai gardé de ça un souvenir vraiment très, très agréable et très doux. C'était avant la guerre, donc, en 1939. Et il y avait des valets aussi. Oui, il y avait beaucoup de personnel. Beaucoup de personnel, beaucoup de chauffeurs. Oui. Et vraiment, c'était la vieille époque encore. Hein. Alors, il y avait la reine Elisabeth qui, je crois, s'est vraiment fort occupée de vous. Comme vous l'avez dit, vous n'aviez plus... Ma grand-mère jouait un petit peu le rôle de ma mère et elle le faisait avec beaucoup de tendresse et beaucoup de gentillesse. Alors, certains m'ont dit que votre grand-mère, vous avez aussi appris à conduire. Je trouve ça un peu bizarre, ça. À 5 ans? Oui, bon, 5 ans, peut-être pas, mais c'était pendant la guerre, donc j'étais un tout petit peu plus âgé, je devais avoir 7-8 ans. Elle avait une petite Fiat Balilla à l'époque. Et alors, comme je n'arrivais pas aux pédales, elle me mettait sur ses genoux. Je tenais le volant et grâce au fait que j'étais sur ses genoux, j'étais plus près des pédales et il fallait encore changer de vitesse. C'était dans le palais, j'imagine, pas... Oui, non, c'était pas sur la route. Ah, pas sur la route, d'accord. Non. C'est ça qui vous a donné le parc de la... Oui. C'est ça qui vous a donné le goût de conduire et des voitures? Oui, mais c'est un goût un peu dans la famille. Hein. Oui. Mon père a toujours aimé aussi conduire, et mon grand-père aussi, d'ailleurs. Alors, bon, ça, ce sont de très beaux souvenirs, même poétiques. Il y a la guerre, et là, l'atmosphère va tout à fait changer parce que vous allez être vraiment plongé dans l'angoisse, même si au départ, vous pensez que les bruits de mitraillettes et de canons, ce sont des orages. Oui, c'est exact. Nous étions juste avant que la guerre n'éclate, enfin le jour du 10 mai 1940, nous étions dans une petite maison dans le parc de Laeken, qui avait été d'ailleurs imaginée ou construite par ma mère, et puis que ma grand-mère avait fait changer du Stuivenberg, où mes parents avaient toujours vécu, jusqu'à Laeken. Et nous étions, mon frère et moi, et ma sœur également, dans cette petite maison. Nous avions chacun une petite chambre. Et quand la nurse est venue me dire « il faut partir, il faut se lever », j'entendais bing-boum. Moi, je crois que c'était l'orage. Mais pourquoi est-ce que je dois partir quand il y a l'orage? Oui. Et c'était la guerre qui commençait. Et c'était la guerre. Alors, vous avez eu, dans votre enfance, des phrases horribles. Il y a votre père, Léopold III, qui dit à un moment donné « on ne se reverra peut-être plus. Sois bien sage ». Ça, c'est beaucoup plus tard. C'est le 6 juin 1944, appelé aussi le jour le plus long, c'est le débarquement de Normandie. Et là, vers 6 heures du matin, les Allemands sont venus dire à mon père, il faut partir. Et mon père est parti, il a eu à peine le temps de faire une petite valise, et il est parti. Et moi, j'étais à Ciernion, et j'avais les oreillons. Et donc, nous avons appris à ce moment-là que les Alliés avaient débarqué. Et donc, de Ciernion, nous sommes retournés vers le château de Laeken. Et là, mon père était déjà parti. Et il m'a téléphoné en me disant, voilà, on ne se reverra peut-être plus, mais sois un grand garçon, sois sage. Enfin, tout ce qu'on peut dire à un petit garçonnet quand même de 10 ans. Et qu'on ne se reverra peut-être pas. Et qu'on ne se reverra pas. J'étais évidemment épouvanté. Oui. Et alors, 3 jours plus tard, le 9 juin, les Allemands nous ont dit que nous devions aussi partir. Avec la deuxième épouse de mon père,
Et on est parti, une colonne de quelques voitures. Et on est arrivé finalement à Weimar, dans le quartier général des SS. Et là, à Weimar, ils nous ont dit, voilà, on va vous séparer. Les deux dames, donc ma belle-mère et ma sœur, partant dans une direction. Mon frère, on allait l'isoler, et moi aussi. Alors, je dois dire que ma belle-mère, qui parlait fort bien l'allemand, s'est défendue pieds et ongles. Et finalement, les Allemands ont accepté que nous restions ensemble. Et nous avons continué sans savoir où nous allions. Et finalement, nous sommes arrivés devant une forteresse, sinistre d'ailleurs. On montait avec une petite route en zigzag vers cette forteresse, et qui était sur le perron, mon père. Alors nous étions tout contents de le retrouver. Il y a encore d'autres images à cette époque qui vous ont terriblement marqué, ou des images peut-être de résistance aussi? Je crois que c'est votre sœur, à un moment donné, elle a dû brûler, elle a fait un acte de résistance contre les Allemands. Oui. Il y avait un document très, très confidentiel qu'on avait remis à ma belle-mère juste avant de partir, ce qui était une idée complètement loufoque, puisqu'on était entre les mains des Allemands. Enfin voilà, elle n'a pas eu le temps de s'en débarrasser, et puis elle l'a lu rapidement, et elle a dit à ma soeur, il faut faire disparaître ça, absolument. Mais comment? C'était dans un matériau extrêmement solide, un genre de parchemin. Alors ils ont essayé pendant des heures, comme ça, tout doucement, d'arracher les feuilles, feuille par feuille. Et puis n'y arrivant pas, ou n'y arrivant qu'imparfaitement, à un moment donné, il fallait savoir que c'était des chauffeurs allemands qui conduisaient nos propres voitures. Et donc elle a fait signe au chauffeur, ma fille, enfin ma belle-fille doit s'arrêter absolument, il faut la laisser s'arrêter. Oui. Alors l'Allemand s'est arrêté, et puis elle a fait semblant qu'elle devait powder her nose, comme on dit en Angleterre, et elle a fait un petit trou, mais c'était les hautes herbes, les Allemands ne voyaient pas cela. Et donc elle a caché ses papiers dans le sous-sol là-bas. Et puis, il restait quelque chose encore. Et le soir, quand on est arrivé dans le quartier général allemand, on nous avait donné donc des chambres, et elles se sont dit, les deux dames, il faut maintenant qu'on fasse disparaître le reste. Alors, bon, on a pensé évidemment au WC. Donc, ils se sont dit, c'est trop gros pour que ça passe par le trou du WC, on va d'abord y mettre le feu. Et en voulant y mettre le feu, c'est la lunette qui a explosé. Ça a fait un bruit évidemment énorme. Et alors, il a fallu expliquer aux Allemands que, pour se cacher, ma sœur fumait des cigarettes voilà, dans au les petit toilettes. endroit. Oui. Et les Allemands rigolaient très fort. Et surtout que celui qui donnait les explications, c'était le fameux Gatien du parc, dont la mère était anglaise et qui avait eu toute sa jeunesse en Angleterre, et qui parlait le français avec un accent anglais très prononcé. Ce qui intriguait les Allemands, évidemment. Alors, il y a eu aussi des épisodes moins drôles. Himmler avait quand même donné l'ordre, à la fin de la guerre, de vous exécuter. Apparemment, Carrément. oui. Apparemment, oui. Tous. Oui. Et heureusement, le général Patton, l'homme des chars Patton, avait coupé les communications entre Berlin et l'Autriche, parce que les Allemands, vers le mois de mars 1945, nous ont transféré de l'Elbe, de cet endroit-là, près de Meissen, jusqu'à un petit village qui est maintenant connu, parce que c'est un joli endroit près du lac de Saint-Wolfgang, Strobel. Je ne sais pas si vous êtes jamais allé de ce côté-là, c'est joli. Mais nous étions dans une maison qui était de nouveau entourée de fils de fer barbelés. Et là, je dois dire, à ces risques périls, quand les Américains sont arrivés et qui sont restés dans le village, ben, mon
père a convaincu Gatien du Parc de passer au-dessus des fils de fer barbelés quand la sentinelle tournait le dos avec le chien, et vraiment au risque de sa vie, mais les herbes étaient de nouveau hautes, c'était au mois de mai. Il se cachait dans les hautes herbes, il est arrivé chez les Américains et leur a expliqué qu'ils devaient venir nous libérer, ce qu'ils ont fait. Alors, sire, cette enfance pendant la guerre, vous avez dû vous cacher, fuir la mort qui rôde. Est-ce que cette enfance, finalement, ne vous a pas rendu pour toujours un peu anxieux de nature? Oui, probablement. Probablement. Ça nous a terriblement rapprochés aussi, hein, les trois enfants. Mon frère et moi, nous étions terriblement proches l'un de l'autre. Et ma sœur aussi. Et je me souviens, à certains moments, on se promenait dans le parc de Laeken. Et quand on entendait les oiseaux qui commençaient à lancer le cri d'alerte des oiseaux, quand il y a l'orage ou des choses comme ça, les oiseaux ont un cri spécial. Eh bien, les oiseaux entendaient les avions avant que la sirène ne commence à sonner. Et mon frère et moi, on savait qu'on devait courir vers le château pour se mettre dans la cave, parce que les bombes allaient tomber. Et elles ne tombaient pas loin du château. Il y en a quelques-unes qui sont tombées à 200-300 mètres du château à peine, faisant sauter les carreaux. Sire, comment votre père vous a-t-il annoncé son abdication? Mais il n'a pas, à proprement parler, annoncé son abdication. Nous avons suivi cette évolution et nous avons vu qu'à un moment donné, il allait inévitablement devoir abdiquer. Il faut dire que, bon, quand c'est arrivé, moi j'avais quand même 16 ans, et mon frère en avait 20. Et donc, nous n'étions plus des petits-enfants, et donc on suivait de très près cette évolution qui nous amenait inéluctablement vers une abdication. Le régent a sauvé la monarchie? Je pense qu'on peut considérer maintenant, dans l'histoire, que le régent a sauvé la monarchie. Il a comblé le vide. S'il n'y avait pas eu le régent, qui aurait été là pour remplacer le roi? Et apparemment, comme chef d'État, il a bien rempli sa tâche. Il a bien fait son job. Il a bien fait son job. Absolument. Alors, c'est une période aussi, hein, vous nous l'avez dit, vous n'aviez plus de maman, et puis vous avez eu une belle-mère. C'est facile d'avoir une belle-mère? Quand on est tout petit, c'est très agréable parce que c'est une présence féminine. Et les enfants, si jeunes qu'ils soient, les petits garçons, sont très heureux d'avoir une présence féminine. Mais au fur et à mesure qu'on devient plus âgé, on a des difficultés à accepter l'autorité d'une personne qui n'est pas vraiment votre mère. Il y a parfois des conflits? Ça amenait parfois des conflits. Dans toute famille? Oui. Bah, même déjà avec les vrais parents, il y a des conflits. Alors, on peut s'imaginer que c'était... Bon, comme dans toutes les familles, il y a des conflits. Sire, nous sommes en été 93. Vous apprenez la mort subite de votre frère. Quelle a été votre première réaction? Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où vous avez appris sa disparition et quand vous avez accepté de devenir notre roi?
Mais ça ne s'est pas fait en une fois. D'abord, j'ai reçu un coup de téléphone de celui qui était avec nous, notre conseiller, notre cher amiral Powell, qui était en vacances, lui aussi, bien sûr. C'était le 31 juillet 1993. Il m'a téléphoné et il m'a dit, écoutez, j'ai entendu dire que votre frère a eu quand même un assez sérieux malaise. Or, comme je savais que mon frère avait été opéré du cœur et qu'on s'occupe de lui, etc., ce serait peut-être bien que vous téléphoniez à la reine Fabiola pour lui demander des nouvelles. Ce que j'ai fait tout de suite, évidemment. Et les personnes en question sont toujours là. Et la reine Fabiola est la première personne que j'ai eue au téléphone, qui était à ce moment-là l'officier d'ordonnance de mon frère, qui est maintenant le chef de la maison militaire du roi Philippe, le général Van de Putte. J'ai été étonné d'ailleurs par après. Il m'a téléphoné très calmement. Il m'a dit Monseigneur, je vais vous passer la reine Fabiola. Alors j'ai dit d'un air plutôt enjoué, j'ai dit à ma belle-sœur, voilà, j'ai appris que Baudouin avait eu un malaise, comment va-t-il maintenant? Maintenant, me dit-elle, mais il est au ciel, il est mort. Oh, ça a été un coup terrible. Alors, je suis tombé dans les bras de mon épouse. Nous étions dans le milieu de la France, dans la petite maison que nous avons. Et j'ai tout de suite eu la réaction, il faut que je téléphone à ma sœur. Et j'ai téléphoné à ma sœur et je devais justement, nous devions, mon épouse et moi, le lendemain ou le surlendemain, aller la rejoindre à Cabasson, l'endroit où ils passaient leurs vacances d'été. Et alors voilà, je lui ai dit, écoute, Joe, Baudouin n'est plus là. Et alors elle m'a dit, je n'oublierai jamais ça. Elle m'a dit, avant que je ne m'évanouisse, écoute-moi bien, tu commandes un avion, c'est toi maintenant qui es le chef. Tu commandes un avion militaire et tu te rends immédiatement dans le sud de l'Espagne. Moi, j'étais un peu, évidemment, c'était pas une... J'avais pas l'habitude de faire ce genre de choses. Moi, je retournerai directement sur Bruxelles et dis à ta femme de retourner également à Bruxelles. Il faut que tu sois seul là-bas. Bon. Et puis, quelques minutes après, j'ai eu au téléphone M. Van Yperseel, qui était donc le chef de cabinet de mon frère à l'époque et qui était aussi mon chef de cabinet pendant tout mon règne, qui m'a dit, voilà, je vous présente toutes mes condoléances, mais je me trouve au 16 rue de la Loi et il y a le Premier ministre qui veut vous parler. Qui était Jean-Luc Dehaene. Qui était Jean-Luc Dehaene. Et Jean-Luc Dehaene m'a dit très directement, comme ça, mijn innige deelneming, mes condoléances. Et puis, il m'a dit, maintenant, nous voudrions savoir quelles sont vos intentions. Est-ce que vous acceptez de succéder à votre frère? Moi, j'étais évidemment dans le 36e dessous et je lui ai dit, Monsieur le Premier ministre, donnez-moi au moins 24 heures pour vous donner une réponse et je suppose que nous nous reverrons dans le sud de l'Espagne et à ce moment-là, je vous donnerai ma réponse. Donc, j'ai pris l'avion très, très tôt le matin. Je suis parti directement rejoindre la reine Fabiola. Et j'essayais de la voir un moment pour lui dire qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que mon frère aurait voulu. Et elle était tellement excitée, tellement désarçonnée complètement,
qu'elle était occupée à 36 000 petites choses sans importance, mais c'est quand une personne est tout à fait choquée, c'est souvent le cas. Et alors, finalement, j'ai pu... Parce que Dehaene, il était tout le temps derrière moi. Et alors. Finalement, je lui ai dit, écoute, il faut absolument maintenant que tu me dises si c'est moi ou Philippe. Qu'est-ce que mon frère aurait choisi? Alors, il m'a regardé, mais toi, évidemment. Et pas pour peu de temps. Alors, j'ai répondu au ministre, voilà, ma réponse est positive. Et puis vous êtes retrouvé devant le cercueil de votre frère en étant roi. Vous avez pensé pas encore roi. Non, vous avez pensé à quoi? Mais je me trouvais à côté du Premier ministre et à côté, à l'époque, du ministre de la Justice. Je me souviens que nous nous sommes échangés devant mon frère, dans son cercueil. J'ai bien peur que je ne sois le dernier roi. C'était votre inquiétude? Et c'était son inquiétude également. Donc vous étiez brusquement investi d'une énorme responsabilité. Et d'une grande crainte pour l'avenir. Parce que devenir roi, finalement, ce n'est pas évident, même si on s'y attend un jour. Ah ben, je ne m'y attendais pas du tout, puisque j'étais le puîné et que mon frère devait vivre normalement, et je pouvais même mourir avant lui. Donc, normalement, je ne devais pas lui succéder. Ce n'était pas du tout prévisible dans mon esprit. Et ça a été un choc terrible. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va me tomber dessus maintenant? Et alors, bon, les choses se sont passées tristement. L'enterrement du roi Baudouin, qui était magnifique. Vous en avez certainement le souvenir d'images très poignantes. Et puis, après ça, j'ai prêté serment. Et puis, j'ai fait le tour de Bruxelles et je m'attendais à une réception plutôt froide et indifférente. Et les gens étaient déjà très, très gentils pour nous, pour mon épouse et moi. C'est important. Ça nous a un peu porté, j'avoue. Porté, oui. C'est important pour quelqu'un qui devient roi, entre guillemets, par hasard, de sentir justement ce quelque chose qui vient du peuple. Ce quelque chose qui vient du peuple et qui était tellement gentil parce qu'au fond, 3-4 jours auparavant, les gens pleuraient devant le cercueil de mon frère et puis c'était la joie. Morgen praten koning Albert en koningin Paula over een eerste ontmoeting in Rome, over een gezin en over hun huwelijksproblemen. Il n'y avait pas une harmonie, disons que ça fait souffrir nos enfants. Finalement, on a découvert qu'on était fait l'un pour l'autre. Tout à fait.